רביעית, למדנו כבר, תומר דבורה, פרק ב', חמישית. עיניו לא הסתכל בהן כלל בשום דבר מגונה, on a vu ça aussi. שישית. בחותמו מעולם לא יימצא בו חרון אף כלל, la colère. On a étudié ça? Non. מעולם לא יימצא בו חרון אף כלל, c'est-à-dire בחותמו, on dit af, en hébreu on dit חרון אף. Oui. Donc ça correspond au nez en fait. Dans Chotem, c'est quoi Chotem? Chotem, c'est le nez. C'est pas la signature? Aussi. C'est homonyme. Homonyme on appelle ça. Ok. Chotem, Meolam. Alors ça veut dire le nez. Le nez c'est Haron Af, ça correspond à la colère. Ok. Meolam lo yimatsebo Haron Af kelal. Jamais, qui est jamais dessus de colère. Haron Af c'est la vraie colère. Et là, Tamid be'apo haim veratson tov varichut af. Mais au contraire, toujours la vie, c'est-à-dire positive, pas il commence à dire ça c'est pas bien, ça, tu comprends? C'est ce qui révèle la colère. Veratson tov, bonne volonté, chercher la solution, pas chercher les problèmes. Tu sais, varichut af. Le Rav vient Zatzal, il disait, est-ce qu'il y a une différence entre celui qui aime la vérité et celui qui déteste le mensonge? Est-ce qu'il y a une différence ou pas d'après toi? Non, pas du tout. De quoi Pam répète? Celui qui déteste le mensonge et celui qui aime la vérité. Quelle est la différence entre eux? C'est la même chose. Oui, c'est équivalent. C'est la même chose. Si on regarde ça mathématiquement, c'est équivalent. Si tu aimes le mensonge, c'est, tu n'aimes pas la vérité. Déteste le mensonge, c'est moins fois moins, ça fait plus. Oui, exactement. Et plus, ça fait plus aussi. Et il aime la vérité, donc c'est plus. Mais en réalité, il y a une grande différence. Dis-moi lequel. Je suis sûr, moi. Celui qui déteste le mensonge, alors, il est très critique. Il déteste le mensonge. Il sait toujours voir ce qui n'est pas bien, ce qui ne va pas. Oui, oui. Alors, la parabole du Baal Shem Tov. Bois. Le Baal Shem Tov, il avait un élève, et il lui a dit, s'il te plaît, je te demande d'aller passer un Shabbat chez un tzaddik Nistar. Un tzaddik que je connais, tu vas aller passer Shabbat sur lui. Très bien. Aussitôt dit, aussitôt fait, tout de suite, il va chez le tzaddik Nistar et il lui dit Shalom, ça, l'autre, c'est un grand tzaddik. Kasha, Baruch haba, bienvenue. Il passe Shabbat chez lui. Il dit, c'est le Baal Shem Tov qui m'a envoyé, je vais sûrement apprendre des choses extraordinaires. La Hanaga, comment il se conduit à table, comment il se conduit avec sa famille, comment il va prier. Arrive à table, il passe le Shabbat, bon, il soit. Pas banal, mais quasiment banal, tu vois, tout ce qu'il y a de plus normal. Après, il dit, il va peut-être se lever la nuit, non, il se lève pas la nuit. Et après, le matin, je sais pas, quelque chose d'extraordinaire, de vraie Torah, simple. À la synagogue, routine, quoi, disons pas, ni plus ni moins, tranquille. Après, Soudachnia, tout ça, il se dit, mais pourquoi je suis venu ici? Il comprend pas, il dit, je vois pas. Le Rav, il m'a envoyé ici. Après, il commence à réfléchir, il dit, mais à la synagogue, j'ai remarqué, il y avait quelques-uns, ils se permettaient de parler sans arrêt, tu comprends? Trop, il n'y a pas assez de cavote pour la synagogue, ça. Ils se permettent de parler n'importe quand, etc. Alors peut-être comme il ne fait pas attention lui, c'est un tzaddik, peut-être juste pour lui dire qu'il fasse attention, qu'il est doucement, qu'il les réprimande, qu'il les habitue à qu'il leur enseigne comme ça. Il se dit peut-être c'est ça. Alors à la fin du Shabbat, il vient se séparer de lui, effectivement, il n'a rien compris au film, pourquoi il est venu là, il n'a toujours pas compris. Et il dit, Toda Rabba, merci beaucoup, vraiment, il le complimente sincèrement, il a une bonne hospitalité. Mais il y a juste une petite chose, et il lui dit, la synagogue, j'ai remarqué un tel, il parle beaucoup pendant la tfila, pendant le truc, machin, avec l'autre. Peut-être, toi tu es bon tzaddik, peut-être si tu pouvais leur faire la remarque, peut-être ça ferait remonter le niveau. Tu vois. Quand il dit ça, l'homme, le juif, il le regarde, il lui dit, comment? Tu es venu ici à ce Shabbat. Moi, j'habite là depuis 15 ans, depuis je sais pas combien d'années. J'avais jamais fait attention. Et toi, en un seul Shabbat, tu as fait attention. Il dit, sache une chose. Si tu étais affairé à t'occuper de toi-même, à corriger tes vertus et à tes traits de caractère et à te corriger de toi-même, tu n'aurais pas le temps de regarder les autres. Si tu as le temps de regarder les défauts des autres, ça veut dire que tu t'es pas corrigé toi-même. Il faut que tu t'affaires à toi-même et pas aux autres. C'est quoi ça? En un seul Shabbat, tu as repéré un tel. Moi, j'ai jamais fait attention. Là, il a compris pourquoi le Baal Shem Tov, il est revenu avec le message.
C'est un exemple. Celui qui déteste le mensonge, entre guillemets, il voit quelque chose de mauvais, il veut le dire, c'est bien. Mais il y a mieux. Celui qui aime la vérité. Il n'est pas affairé à chercher les défauts, les rayures, les trucs, les machins. Tu achètes un truc, tu vas au restaurant, mais c'est pas assez chaud, mais c'est pas assez froid, mais c'est pas truc, c'est machin. Il a toujours une remarque. Et C'est Guy. Oui, Guy, je t'écoute. Enfin, on t'écoute. Excuse-moi, Yacoub, vous êtes. Ah, bon alors. Tu alors disais. donc, il disait le Rav Yoram Berger, il dit donc, il y a une grande différence entre celui qui est affairé à chercher les points positifs, les points forts. Quand tu vois une personne, c'est ce qu'on a vu avant. Toujours, on a vu ce qu'il disait le Rav, dans la modestie. Il est toujours affairé à voir les choses positives. Baou Haba. Ah. Ça va? T'es pas mouillé? Hein? T'es pas mouillé? T'appelles pas ça? Moi non. Comme la voiture, elle a Voilà. un frottement dans l'air. Tu as un Oui, grand c'est frottement. vrai. Si tu mets sur le point mort et que tu roules, à ce moment-là, tu vois que la vitesse, elle va vite descendre. C'est ça. Même si tu es comment dire, en horizontal, tu comprends. Mais si tu es en petite vitesse, ça va descendre, mais le rythme de descente de vitesse, il va être plus bas. Pourquoi? Parce que le coefficient de frottement, il baisse. La force de frottement, elle est toujours négative. Elle suit ta vitesse. Si tu vas dans telle direction, le frottement, il va te pousser en sens inverse. Si tu vas en sens inverse, il va te pousser dans le... Donc il va être négatif, toujours il va être contre, tu comprends? C'est ce qu'on appelle... C'est un peu en parabole. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Celui qui déteste le mensonge, il cherche toujours... Bon, s'il se passe rien, il a rien à dire. Mais s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce qui est... Tu comprends? Il cherche la faille, il cherche le truc qui est pas bien. Il est critique. Et ça, c'est pas une bonne... c'est pas toujours une bonne qualité. Il en faut un peu, c'est comme le larissa ou c'est comme le piment. Non, Il en faut très peu. Mais si tu mets que de la harissa, que du piment, tu peux pas manger. C'est pas possible. Il est invivable. Il est toujours ce qu'on appelle midatadine. Tout ce qu'il dit, c'est pas bien. Perfectionniste? Ouais, mais perfectionniste négatif. C'est-à-dire, il est toujours en train de chercher la petite bête. Perfectionniste, c'est une maladie, Ça- hein? En hébreu, on appelle ça chofer. Il creuse. Toujours, il est en train de creuser. Oui. Chofer. En français, on appelle ça, il cherche la petite bête. Enfin, en français, léger, disons. Un noudni, quoi. Mais il est toujours en train de... Tu sais qu'avec lui, c'est jamais calme. C'est jamais clean. Ouais, il faut. Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop tard. La prochaine fois plus tôt. Plus tôt. La prochaine fois plus tard. Il est jamais cohérent en plus parce qu'il sait voir les défauts, mais il sait pas voir la qualité, il sait pas voir le positif. Toi, tu as comment tu es le gaba, et tu te casses la tête pour comment faire. Il y a toujours un. Si tu fais comme ça, il y a une histoire très marrante comme ça. C'est un jeune couple de Yéménites. Ils viennent se marier tout jeunes, magnifique, tout jeune, comme ça, bien habillés avec l'habit traditionnel. Et ils ont reçu à leur mariage, dans une ville, ils habitent dans l'autre ville, ils ont reçu un âne. Un âne. Avec quelques petits trucs qu'on dit bon. Et puis sur la route, il se dit bon, comment on va faire avec un seul âne? Alors il se dit bon, moi je suis l'homme, allez, je vais aller monter sur l'âne et elle va marcher à côté. Il monte sur l'âne et la femme à côté. Et les gens, hein, ils regardent ça, ils voient les jeunes mariés. Tout. Ils lui disent, ils se disent, il entend les gens qui chuchotent. C'est comme ça, le jeu, c'est beau ça. Tu viens de la prendre en mode marié et tu la traînes comme n'importe quoi. C'est pas beau. Alors il entend ça, il dit allez, on va faire le contraire. Il se met à marcher à côté de l'âne et il la met sur l'âne. Il entend les gens. Tu fais ça au premier jour, papa. Ah, après, c'est fini, Ouais. c'est cuit. C'est comme ça, elle va te monter, elle va te bouffer. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Il dit bon, allez, on va descendre tous les deux à côté de l'âne. Les gens disent, ils ont un âne, ils vont à pied. Ils sont bêtes ceux-là ou quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? Les deux, on se met sur l'âne. Les gens, ils disent, regarde, un seul âne et deux qui montent dessus. C'est cruel comme ça, ces gens-là. À la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils prennent l'âne tous les deux, ils le portent l'âne comme ça. Et il y en a un qui dit, regarde, voilà 3 ânes. 3 ânes. C'est-à-dire, toutes les solutions, il y a toujours une critique. Ça s'arrête jamais. Ça, c'est celui qui déteste le mensonge. Tu comprends? Mais il a oublié de voir s'il y a une possibilité vraie. Il coche tous les trucs comme ça. Non, ça, c'est pas la bonne solution. Celle-là aussi. Mais il y en a aucune qui est bonne. Tu comprends? Alors ça, c'est un petit peu la moralité. Donc, c'est pour ça que le Rav, il dit, il faut chercher le positif. Cherche la vie, cherche la bonne foi. Ne cherche pas la cause, ne cherche pas le frottement. Toujours en train de dire le contraire de ce qui a été dit. Ça sert à rien, parce que s'il dit rien, tu n'as rien à dire. La chokma, elle se réveille. Quand est-ce que tu deviens chacham? À partir du moment où l'autre il dit quelque chose, ah, mais moi je dirais peut-être autrement, etc. Quand il y a toujours quelque chose à dire. Mais si c'était l'autre, il n'a rien à dire. Il reste comme ça, planté, tu comprends? Il ne sait pas produire. Il sait juste empêcher, freiner. Et ça prend la tête, ça c'est fatigant, c'est très éprouvant. En couple, c'est une recette pour bien détruire les critiques. Pourquoi comme ça? Si tu viens tard, pourquoi tu es venu tard, tôt, pourquoi tu es venu tôt? Chaque chose. Bon, laisse-moi respirer l'oxygène sans piller, chaque chose, tu comprends?
Ça, c'est le problème typique du trop de critiques. Alors, ce qu'on disait, c'est comme une épice, il en faut un peu. Un petit peu de critique, c'est bien, parfois on en a besoin, faire rentrer ta chemise dedans, tout, pour que, pas qu'on se moque de toi au travail. Ça. Bon, ok, d'accord. Mais ça suffit. Il faut, Si que tu... ce soit, il faut que ce soit constructif. Quoi. Voilà, et puis si ça fait honte à l'autre, et puis c'est trop. À la fin, là, il y a même des fois où il vaut mieux rien dire. Allez, laisse tomber, laisse-le. Pour qu'il au moins il garde le sourire, il garde l'envie l'envie de vivre, l'envie de regarder les gens en face. Mais traumatisé. Et s'il fait ça, on va lui dire ça. Pourquoi j'ai peur de bouger un verre, j'ai peur. Il se sent même plus chez lui. J'en connais un comme ça. Sa femme, elle est malade toujours en train de maniaque, tout nettoyer comme ça. Et un jour, il m'a dit, parfois, je sens presque même pas que j'habite là. Je sens que je suis étranger parce que chaque chose, il faut qu'il réponde aux critères, tu comprends. Ou l'homme, pareil, ça dépend. La femme, chaque chose. Ah, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est une critique, c'est trop lourd. Il faut pas que ce soit comme ça. Si les deux sont comme ça, alors là, c'est cuit, c'est fini. Tu comprends. Donc, on a dit c'est une différence. On a dit le Rav Harun Afklal. Donc, il désigne tout ce qui concerne la critique, la colère, le négatif. Et la tamid be'apo hayim. Tu comprends, la vie c'est positif. Veratson tov, bonne volonté. Va'ichut af, patience et tolérance pour ne pas vite se mettre en colère. Ne te précipite pas sur la colère, sur la critique, sur ce qui va pas, sur ce qui est pas bien, etc. La prochaine fois, il m'a dit une bonne chose comme ça. Toujours chez lui, on lui dit la prochaine fois tu feras comme ça. Un jour, il a éclaté. Il dit pourquoi la prochaine fois? Quoi, il n'y a que la prochaine fois qu'on va vivre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est? On est mort. Qu'est-ce qu'on est maintenant? Maintenant, je veux vivre. Quoi, la prochaine fois? Maintenant, c'est pas bien. Maintenant, je vais être content. Pourquoi la prochaine fois? Laisse-moi vivre cette fois, pas la prochaine fois. Tu comprends? Afilu leotam shenam agonim, même avec ceux qui sont enam agonim, c'est-à-dire qui font des choses pas jolies. Ils sont pas convenables. Ils font des choses pas convenables. Ils ont fait quelque chose pas bien envers toi ou envers quelqu'un que tu connais. Tu as ton mot à dire sur ce qu'il a fait, mais même qui te dit que ça, tu vas le dire de la bonne façon, réfléchis bien. De manière à ce que, comment dirais-je, on le voit dans le parach chez Avar, Yehuda, quand il voulait attaquer Yosef, il ne savait pas que c'était Yosef. Le roi d'Égypte, le vice-roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit le Rachaim, il s'est concentré sur Yosef, il a dit, comme le pasuk qui dit, Kemaim lapanim lepanim, ken leva adam la adam. Tel que l'eau, quelqu'un qui se regarde dans l'eau, il regarde son propre visage dans l'eau, pareil, le cœur de quelqu'un sur le cœur du prochain. C'est-à-dire le langage du cœur, il sait lire d'une façon intuitive, d'une façon avec un sixième sens, si tu veux, ce que l'autre y ressent. Il dit maintenant, je vais aller parler au vice-roi et ça devrait exploser. Qu'est-ce que je vais faire? Il a fait il a fait quelque chose, une ruse en fait. Il s'est concentré sur les qualités du vice-roi qu'il voit en face, de manière à ce que le cœur du vice-roi, il lise son appréciation, son amour, je ne sais pas, mais enfin, au moins les choses positives, ce qu'il ressent dans son cœur, de manière à lui ouvrir son cœur. Il cherche le code du cœur pour l'ouvrir. Le roi Chaim, il dit comme ça. Tu comprends? Donc, quand tu vois positif envers quelqu'un, tu cherches positif chez quelqu'un d'autre, lui, par le langage du cœur, il sent ça, et donc il s'ouvre à toi. Et automatiquement aussi, là, il a une chance d'accepter la réprimande, si tu la dis bien. Mais si tu n'as pas chauffé le four avant c'est-à-dire chauffer le cœur, à ce moment-là, il n'y aura pas de cuisson. Ça ne passera pas, la réprimande ne sera pas... Le dieu, il sent, hein, tu dis ça parce que tu as tendance à voir le mal qui est en moi, donc tu me repousses, je repousse. Et ta réprimande aussi, il n'acceptera pas. Tu comprends? Donc c'est la recette aussi pour dire une critique chez quelqu'un. Et dans l'éducation, on dit, chaque non que tu dis à un enfant, il faut d'abord dire pas mal de fois oui d'abord. 3, 4, 5 fois oui, oui, oui. Et après, quand tu diras non, l'enfant, il acceptera. Mais si tu dis sans arrêt non, ou le plus souvent non, enfin, et comment dirais-je, il en peut plus. Il dit toujours non, à la fin, il fera les choses tout seul, sans te le dire. Alors, pour le laisser sous tout contrôle, c'est-à-dire pour que de lui-même, de sa propre volonté, il accepte d'être sous le contrôle des parents, il faut le dire souvent oui, de temps en temps dire non. Mais pas à l'inverse. D'accord? Donc, même avec ceux qui ont des choses inconvenables, l'enfant par exemple, souvent il fait parfois plus souvent des choses mauvaises. Aujourd'hui, je lui ai dit, fais deux remarques, allez, ça suffit. Maintenant, il a fait ça et ça et ça, je vais rien lui dire. Pourquoi? Parce que sinon, la cocotte minute, elle va exploser. Tout ce que j'ai dit avant, aussi, tout va partir. À ce moment-là, il faut remettre à partir de zéro et commencer Et là, je ne pourrai plus rien dire pendant très longtemps, je vais tout perdre. T'as face à me rouber, l'autre t'as face. Tu veux trop attraper, à la fin, tu perds tout. Bon. Donc, toujours,
se baisser vers la volonté des autres. Qu'est-ce qu'il veut? De quoi il a besoin? Bon. Ou alors une personne qui est en difficulté. De quoi elle a besoin? En quoi je peux lui être utile à lui, selon ses besoins à lui. Pas chercher moi ce que je peux tirer de cette personne. Ce que moi je peux lui porter aux autres, tu comprends? La bonne volonté. Et toujours, il essaye en lui, pendant qu'il est avec une personne, pendant qu'il pense à une personne, de chercher la façon de la pardonner. Et on en a parlé la dernière fois. C'est la doun le kafzechou, c'est-à-dire chercher le mérite d'une personne, même quand elle est en son désavantage. D'accord? Ça comporte énormément de conséquences positives. Si on commence à parler de ça, on risque de pas s'arrêter, mais quand même, sur une seule jambe, disons. Celui qui sait voir positif chez les autres, celui qui sait voir les qualités et pas les défauts, il a énormément de gains. Il y a parfois, s'il accède à l'amour, il risque de bénéficier des bénéfices des mérites de l'autre personne aussi qu'il a en face. C'est-à-dire, le Ben Israël, il dit comme ça. Si, par exemple, tu m'aimes et tu m'observes, et même que j'ai des défauts, mais tu m'observes et tu vois en moi et tu travailles cette vertu, tu arrives à ressentir de Ahavat Israël envers moi ou envers n'importe qui. À ce moment-là, le Ben Israël dit les mitzvot positives que j'ai. Shamot Yom Shabbat, Kabet Avicha Vetimecha, Shabbat, respecter les parents, c'est les mitzvot qui sont positives, elles, comment dirais-je, que j'ai, si éventuellement tu les as pas, ou même si tu les as, tu peux les avoir encore plus, elles passent aussi chez toi. Aussi, je dis. C'est pas que je les perds. C'est-à-dire, elles sont recopiées, dupliquées, si tu veux, en toi. Donc, et moi pareil, si je ressens de l'amour pour toi, à ce moment-là, vos mérites aussi, je les reçois, tu comprends. Donc chacun, il fait remplir l'autre. Et il dit, le Ben Ishraï, c'est comme ça qu'on arrive à la Géoula. Parce que chacun, il a des mitzvot que l'autre, il n'a pas. Chacun, il remplit l'autre, il remplit. Et c'est pour ça, c'est la formule, entre guillemets, de compte, un peu mathématique comme ça. Si vraiment il y a Ahavat Israël entre les uns et les autres, automatiquement, tu vois, le plein, il monte chez tout le monde comme ça, petit à petit. Donc les mitzvot, elles grimpent, ne serait-ce que par l'échange gratuit. Tu comprends? Il y a un import-export entre les uns et les autres, dans le positif, dans le mitzvot positif et dans les trucs, les mérites. À ce moment-là, chacun, il arrive à remplir ses mitzvot. Toi, tu vis en Israël et lui, il ne vit pas en Israël, par exemple. Les mitzvot que tu fais ici, lui, il accède au mérite que tu as, et vice-versa. Des choses que toi, en exil, tu as des mitzvot que tu as, que lui, il n'a pas les épreuves que tu passes en exil, disons, pas toi, mais quelqu'un d'autre. Pareil, lui, il n'a pas accès à ces mitzvot-là, automatiquement, tu lui en fais bénéficier. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. D'accord? Donc il essaie de toujours trouver le pardon chez la personne. S'il a fait cette mauvaise chose qui a l'air mauvaise, cherche. Apparemment, il a dû avoir un cas, il est très pressé, il a été vexé, il a des trucs, machin. Comment? Non, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi la nature de l'homme elle est faite de telle manière à ce que généralement non seulement tu vois pas le bien chez l'autre personne, mais généralement tu essaies de toujours trouver du mal chez l'autre personne. Pourquoi c'est fait de cette manière? Il y a une réponse à cela, oui, il y a une réponse à cela il y a un Zohar qui parle de ça. Un Zohar. À parler quand tu vas voir par exemple un tzaddik, quelqu'un de renommé quoi, qui a une renommée, etc. Ouais. Ça à la rigueur, tu lui cherches pas La mauvaise. Le mauvais côté, on va dire. Ouais, parce que tu sais d'avance que c'est un tzaddik. Tout le monde te dit que c'est un tzaddik, donc, voilà, c'est plus facile pour toi de. Ça, au contraire, peut-être tu es capable. Il y a un Zohar, c'est dans Vaïché ou Vaïga, je crois. Il ramène quelque chose de très intéressant. Il dit le Yetzer Hara, c'est écrit la Petar Hatat Rovetz. Quand est-ce qu'il rentre dans l'homme, l'individu, le Yetzer Hara? Il rentre le jour où il naît, la Petar. Quand le bébé il sort, à ce moment ça s'appelle le Petar. À ce moment quand il sort dans le monde, il naît, tout de suite le Yetzer Hara il rentre. Uniquement le mauvais penchant, et pas le bon penchant encore. Quand est-ce que le bon penchant rentre? À l'âge de la bar mitzvah ou bat mitzvah, 13 ans ou 12 ans. Maintenant, ce qui se passe, le Zohar il ramène, il dit que quand il y a un juge qui reçoit, par exemple, il y a deux voisins, là il dit, toi tu as, comment dirais-je, tu m'as fait ci, tu as construit sur moi, tu as esquinté, moi putain, c'est pas moi du tout, c'est quelqu'un d'autre. Bon, ils vont chez le Rav. Et le Rav, il les reçoit tous les deux, ou le Beddin, il les reçoit tous les deux. D'abord, donne ta version, ensuite, toi donne ta version.
Mais qu'est-ce qui se passe si on a un qui vient avant l'autre? Il dit, bon, voilà, comme ça, il m'a fait un tel. Alors le rabbin, il doit lui dire, en fait, il lui dit, bon, venez ensemble et je vous écouterai ensemble. S'il y en a un qui pense pas à ça, ou qui connaît pas la halakha, ou qui, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, qui dit, bon, c'est quoi le cas? Il lui explique. Et 2 jours après, il vient l'autre cas, il entend la deuxième version, avec une différence de plusieurs jours, pas instantanément. Ça, c'est interdit. Le juge, le dayan, s'il doit traiter une affaire, il doit entendre les deux versions, comment dirais-je, plus ou moins en même temps, l'un après l'autre, oui. Et sinon, il doit demander à repousser l'audition, c'est-à-dire que l'audition soit l'un à côté de l'autre, ou l'un après l'autre, enfin, ça dépend comment il s'arrange, mais pas avec un... Comment on est, d'abord, on parle ensemble, et puis la semaine prochaine, on verra avec l'autre. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a un préjugé qui s'installe chez le juge qui a entendu, donc lui, il s'habitue, si tu veux, à la première version. Après, tout d'un coup, il y aura comme une chazaka. Ce sera plus difficile de faire bouger le préjugé, puisqu'il a été déjà plus ou moins installé ou enraciné, même un peu. Et donc, le poids, la force pour le faire bouger, il faudra une force plus grande. Tu vois? Tandis que si c'est instantanément ou très l'un de l'autre, bon, maintenant j'ai entendu celui-là, voilà, dis-moi maintenant, alors tout de suite ça bouge. Tu vois? Comment il a fait Hachem Barach? Il a fait ça d'une façon où, justement, le Yetzirah, il rentre 12 ou 13 ans avant le bon penchant. Comment ça se fait? Alors le Zohar, il dit donc, quand le bon penchant rentre, c'est sur ça que le Shlomo HaMelech, il dit, il appelle le mauvais penchant, il appelle Zaken ou Ksil. Zaken, il est vieux, ou Ksil. Il est fou, il est bête, il dit des choses qui sont pas... Parce qu'il ment, il dit beaucoup de mensonges. Alors, et il dit aussi, Chochmat Misken Bzouya, la Chochma du pauvre, celui qui est pauvre, celui qui est faible, Bzouya, elle est méprisée. Et Chochmat Misken, c'est qui Misken? C'est le bon penchant. Pourquoi il est Misken? Pourquoi il est pauvre? Pourquoi il est considéré comme affaibli? Parce qu'il rentre 13 ans après. 13 ans après la première version du Yetzirah, que pendant 13 ans, l'enfant il s'habitue, qu'il a le mauvais penchant en lui, tout ça. Tout d'un coup, il rentre le bon penchant. Eh, qui tu es toi? Ça fait déjà 13 ans que j'entends une autre version et tout. Attends, jusqu'à ce que tu arrives à me convaincre. Il faudra que tu me fasses un lavage de cerveau qui va compenser tout ce que j'ai entendu pendant 13 ans. Au contraire, ça aurait été mieux. Non, Hachem, il a décidé ainsi, Non. c'est pour une certaine raison. Quelle est la raison? Parce que si on y réfléchit... Non, mais c'est admettant, tu aurais été habitué au bien. Bon, après, tu as le mal. Bon, tu as de quoi faire la comparaison. Imaginons que ce soit le contraire. À ce moment-là, la personne, elle tendrait vers le bien, n'est-ce pas? Elle pourrait combattre le mal, on va dire. Et là, elle ne veut pas le combattre. Bah, là, elle est habituée au mal, donc c'est très difficile. Alors comment ça se fait que Hachem Yitbarach, il nous dit qu'on doit faire le mitzvot et on doit résister à l'influence du mal, du mauvais penchant. Et si on ne résiste pas, on recevra une punition. Non, et si on résiste, on recevra une récompense. Aussi. Comment? Sinon, oui, mais si on est influencé en mal et qu'on a un déséquilibre dans notre libre arbitre, comment Hachem il peut nous donner une punition et une récompense? C'est ce qu'on va faire. On est obligé d'admettre que s'il nous donne une punition et une récompense ou punition, c'est mieux. À ce moment-là, on est obligé d'admettre que c'est équilibré. Or, comment expliquer que c'est équilibré si 13 ans avant, le bon penchant, le mauvais il rentre? C'est ça la question en fait. Réponse, vous avez une idée? On y pense pour la semaine prochaine. La réponse, c'est quoi? Ça va pas tenir. La réponse que j'ai trouvée va vous chercher une belle réponse. C'est le Zohar, il ramène ça. Il dit, étant donné que le mauvais penchant, il vend que du toc, que du faux. Il te demande de l'écouter. Si tu l'écoutes, après, il te donne un petit peu d'argent comptant, mais il te dit le mois prochain, il continuera à payer de ça, mais le mois prochain, c'est fini. Et il n'y a plus. Pourquoi? Parce que c'était une tentation. C'est une tentation illusoire. Il y a la pub. Vous connaissez l'histoire de la société? Il y a une société qui a fait fabriquer ou importer plein d'ordinateurs, mais ils avaient un défaut, les ordinateurs, tout ça, ils se sont, enlisés dans un super grand stock. Il fallait absolument qu'ils se débarrassent parce qu'il y avait des dettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une super pub avec des promesses à droite à gauche, services après-vente, et tout était faux. Déjà d'avance, ils savaient le président, le PDG, ils savaient que dès qu'ils arriveraient à 80-90% des ventes ou 100% éventuellement, si ça marche trop bien, ils font faillite, ils ferment boutique, ils partent à l'étranger et c'est terminé. Tu vois. Alors les gens, ils ont acheté service après-vente 5 ans,
C'est-à-dire quoi 5 ans? C'est-à-dire tu appelles le technicien, il met 5 ans pour venir. C'est-à-dire 5 ans, 10 ans si tu veux, tant que tu veux, j'écris. Tu vois. Bon, toutes sortes de choses comme ça. Alors, tout était faux. Alors, ils étaient super contents. Déjà, il met deux fois plus de temps pour arriver, s'il arrive. Et l'ordinateur, un truc, bon, il a un défaut. Bon, laissez-le chez nous, on vous rappellera comme ça, et jusqu'à maintenant, il attend. Bon, alors, ils ont commencé à se rendre compte de la supercherie. Entre-temps, lui, il est parti à l'étranger, c'est venu connu. Comment il a fait pour tout vendre? Grâce à une pub. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la pub? Que des trucs qui avaient l'air cohérents. Parce que c'est un grand nom, je sais pas quoi, ils ont fait ça avec une pub super classe. Comme Mais ça. dans un mensonge, il y a une pointe de vérité toujours. Hein. Oui, c'est ce qu'il dit Théodore Rabbi Akiva. Il dit Shaker s'écrit Shin Koufresh. Shin Koufresh sont 3 lettres qui sont l'une après l'autre. Kouf et Shin. Donc il y a une cohérence. Tandis que Emet, c'est Aleph, le premier extrême de l'alphabet, Tav, le deuxième extrême de l'alphabet, la dernière lettre, et le même au milieu, c'est comme une balance. Tu comprends? Donc Emet, c'est la balance. C'est complètement équilibré, c'est la balance. Mais Shaker, c'est pas équilibré. Il y a une cohérence, Kouf et Shin, mais c'est tout d'un côté. D'accord? Donc il y a une certaine cohérence. S'il n'y a que de l'incohérence, on dit celui-là, marabout, le pauvre, il faut l'enfermer, il faut lui donner un médicament. Il dit que des bêtises. Il n'y a aucune cohérence qui dit. Tu n'as même pas la patience d'entendre la fin de la phrase. Il dit des bêtises. Bon, allez, oui, dis-lui oui tout le temps, pour lui faire plaisir. Mais ce qui n'a pas de sens. Donc il faut se donner à fond pour lui dire oui et non et faire semblant de. Parce qu'il y a des choses qui c'est ennuyeux, tu comprends. Mais celui qui donne cohérence, tu dis attends, où est la faille, où est la combine, où est le truc, où est le piège? Tu cherches parce que tout est cohérent. Où est la faille? Tu comprends? Donc le mauvais penchant, il fait de l'autostop sur la vérité, il fait semblant d'être, de rouler, de faire comme la vérité, il se déguise en vérité, mais en réalité, il y a un petit catch, il y a un petit piège, tac, et là-dessus tout tombe. Alors Hachem Yitbarach, il dit comme ça, il dit étant donné que le mauvais penchant, lui, il a droit de la faire de la publicité mensongère. Tu comprends? Donc il y a un déséquilibre du côté du mauvais penchant. Et comment ça se fait? La question elle vient au contraire. Alors le mauvais penchant il a le droit de tenter, de ramener des choses, toutes les tentations du diable, etc. La bonne chair, Dieu préserve et tout ça. Et le bon penchant il fait pas de choses comme ça. Le bon penchant, il faut investir. Commence à ouvrir un livre noir et blanc. Commence. Tu comprends pas? Ça fait rien. On recommence demain, on comprendra mieux. Petit à petit. Patience. Comme ça, reviens, l'air conditionné il marche pas, ça fait rien, demain c'est espoir, toujours l'avenir. Et le mauvais penchant, tout de suite, viens mon fils, viens mon frère, viens, on sort, on bringue et tout comme ça, mais comme ça, tu vas voir, on va kiffer. Tout est l'argent comptant, le kiff, la tentation immédiate, tu comprends, tu as déjà il se dit, ça y est, on a trouvé Ça marche. Ouais, le secret du bonheur, tu comprends? Et après, la publicité mensongère, tout tombe. Donc il y a un déséquilibre du côté du mauvais penchant qui vient pour compenser le fait que le bon penchant, il vend du vrai, de l'immobilier, de quelque chose qui dure. Donc si tu arrives à acquérir un peu trop chokma, tu sais que le bon penchant, il a toujours raison. Tu repousses avec les deux mains le mauvais penchant. Et là, le mauvais penchant, il a un problème. Il est déséquilibré en sa défaveur. Donc Hachem Yitbarach, pour te donner une récompense ou une punition, c'est pour ça qu'on est né, c'est pour passer les épreuves, il est obligé de donner un avantage sérieux au mauvais penchant, parce qu'il vend du toc, il vend que du faux, que du mensonge, tu comprends? Sinon il n'y aurait pas d'équilibre, et donc il n'y aurait ni récompense ni mensonge. Clair? C'est beau comme ça. Ça répond à ce que tu as demandé. Tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi on a toujours tendance à juger négativement, etc. C'est parce que le mauvais penchant, le Zohar, il ramène, il dit autre chose, il dit non seulement il fait ce qu'on a dit, il ment, etc., il tente, mais en plus il te glisse à l'oreille, il te dit, le bon penchant c'est un menteur. Comme ça il dit le Zohar. Il te dit à l'oreille, n'écoute pas ce qu'il dit, il ment, il comme ça. Alors le mauvais penchant il vient d'arriver, et lui le mauvais penchant tu l'entends depuis 13 ans, qui c'est que tu vas entendre? Si tu réfléchis pas, tu vas entendre le mauvais penchant, tu comprends? Il te tente, en plus il dit de la shonara sur le bon penchant. Il te dit n'écoute pas, il te désespère. Alors quand tu vois une personne, on a tendance à dire il y a quelque chose qui ne va pas, un truc comme ça. Ça correspond au mauvais penchant qui nous dit à l'oreille c'est du talk, c'est du faux, c'est pas vrai. Il y a un problème. C'est pas, je le crois pas. Je le connais. À Don't Buy, j'accepte pas cette version. Tu comprends? C'est pas pour moi. Je suis pas pigeon. Je suis pas naïf. Je suis pas d'un appui, etc. Il fait tout d'un coup, il se la joue. Celui qui lit les gens, il connaît les pensées, tout ça. Il est toujours en train de
souvent repousser et dire hein, celui-là il a un problème, celui-là comme ci, et il devient critique. Et il croit que c'est du bon penchant. En réalité, il est influencé par la première version du mauvais penchant, qui c'est le Zaken Oxide, celui qui est ancien mais qui ment, qui donne des futilités, des mensonges, des vanités. D'accord? Maintenant, tu saisis un peu ou pas? Oui, mais j'ai pas compris tout à l'heure. On a toujours tendance, si tu veux, celui qui réfléchit pas, qui se recueille pas, qui faille bonne note, il n'est pas en train d'analyser le monde. Non, pardon, j'ai pas Ouais. compris le déséquilibre. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un déséquilibre, oui ou non? Oui, il y a un sérieux Parce déséquilibre. que Le bon penchant, parce que le mauvais penchant, il s'installe le bon pendant penchant, 13 par ans. exemple, si tu vis dans une bonne famille bien pratiquante et tout, tu vois le Shabbat, tu vois tout le monde, il a une femme, des enfants, il y a une santé mentale, il y a Ok. une union, il y a toujours, bon, il y a des petits problèmes à ta gauche, mais en gros, tu vois quand même, il y a des enfants, et d'aujourd'hui, on se lève tôt et on est en bonne santé. Et Mais l'enfant, il est né avec le mauvais penchant ou pas? oui, Même mais il dans a un cette bon famille. exemple. Donc il a le mauvais penchant qui lui glisse à l'oreille, laisse tomber, ils sont tous je sais pas, des arriérés, des Ouais, trucs. ouais. Mais il voit quand même l'exemple. Alors il est mis de bonne haine, c'est-à-dire il se recueille. Il entend le mauvais penchant, et puis il voit quand même. Alors s'il est mis de bonne haine, si il est sage, il réfléchit, il analyse la situation. Bon, il comprend, il dit ok, le mauvais penchant il dit ce qu'il dit, mais je vois que quand même il vaut mieux de ce côté-là que du côté de l'autre qui ils finissent par se saouler, par la bringue, ils se lèvent tard, ils sont envoyés à l'école, envoyés trucs, machin. Où ça va l'emmener tout ça? Bon, il fait toujours un grand sourire quand il voit, il prend par l'épaule et tout. Mais c'est du bidon, tu vois qu'il a renvoyé de tel truc, le boulot ça n'a pas marché, l'affaire, tout. Il a été s'installer avec une certaine femme et puis tout ils se sont séparés, et puis un coup c'est une goya, un coup truc, machin. Tout se détruit. Et s'il regarde à la seconde, à très court terme, il voit qu'il est toujours avec un beau sourire, bien habillé, mieux comme ça. Mais tout, c'est comme une allumette, ça brûle, mais ça part en feu, mais ça part tout de suite. Tu comprends? Donc si il regarde, il se recueille, il analyse la situation, il voit que c'est du bidon, il voit que c'est du toc, c'est du faux, c'est de l'illusion. Tu comprends? C'est du feu, c'est de l'étincelle. C'est comme la différence entre un feu et une étincelle. Une étincelle, elle a ma mâche. Tout de suite, elle s'éteint. Tu comprends? Alors, celui qui est stupide, il voit l'étincelle. Oh! Il est, comment dirais-je, il n'a pas de cervelle, de chorma pour analyser la situation et savoir repousser les mauvaises solutions. Il n'a pas un esprit qui sait analyser les choses. Alors, il est tout de suite comme ça, on appelle ça kaldarat en hébreu. Oui, mais Il a s'il a été habitué une à- analyse très très légère, il est très léger d'esprit. Ça, j'ai compris, mais Mhm. ça tu dis par rapport à son entourage, son environnement. Ouais. Mais s'il a été toujours habitué à analyser avec du mauvais pendant 13 ans, Ouais. comment il va faire le. Bah, moi, le switch j'ai connu quelqu'un, un barreau, un jeune qui était très intéressant. Il m'a raconté son cas. Lui, il a eu un cas assez dur. Il est d'une famille en France pas du tout pratiquante, quoi. Très assimilée, comme ça. Et en plus, Dieu préserve, à 9 ans, il a failli avoir une très mauvaise expérience, quelqu'un qui a failli le faire quelque chose et tout ça. Et donc, il avait une tendance un peu angoissée, comme ça. Après, quand il arrivait à l'âge de 14-15 ans, il était très solitaire et angoissé. C'était quelqu'un qui a une bonne vertu, toujours très, la conscience pas tranquille. Donc, il avait des qualités, mais ces qualités-là, elles le rendaient toujours angoissé parce qu'il a toujours la conscience pas tranquille et il a donc tendance à l'angoisse. Il s'enfonçait là-dedans. Et un beau jour, il m'a dit qu'il a eu un éveil. Il a senti un éveil. Et il m'a dit que parfois, une fois, il s'est promené dans le métro, il a vu une personne très très moche, comme les Feynman, déformée complètement. Il a eu pitié, il donnait des cours privés. Il avait pas beaucoup d'argent puisqu'il est étudiant. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis un pigeon, je vais lui donner, peut-être c'est un faux, comme ça. Il dit, mais personne ne va faire ce que j'ai envie de faire. Je vais lui donner 50 francs à l'époque, il y a 30 ans, comme ça. Après, il dit, j'ai eu un éveil. Je me suis dit, mais pourquoi je suis un pigeon? Si moi j'ai eu cette idée de lui donner 50 shekels, et que Dieu il m'a créé, j'ai été créé comme ça, il n'y a pas une autre personne qui aura la même idée que moi, qu'est-ce que je suis la seule comme ça? Comme j'ai été créé comme ça, une autre personne, il a eu une idée comme ça. Tac, il était tout content, il a pris 50 francs, il lui a donné. Il était tout fier qu'il n'est pas un pigeon. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il y a sûrement d'autres personnes qui ont la même idée que moi. Même qu'il avait l'impression que c'est pas possible. Qui c'est qui va donner en plein trou? Après, il est sombré dans l'angoisse, et un jour il s'est réveillé, mais il a compris. Pourquoi je suis dans l'angoisse tout le temps? Parce qu'à chaque fois que j'analyse une situation très analytique, tu comprends, d'une façon très détaillée, j'arrondis toujours les angles vers le négatif. Mais le pessimisme. Mais si je me trompe, alors la mauvaise solution, alors la mauvaise option, la mauvaise probabilité. Tu comprends? Très très cartésien, il était comme ça. Après un jour, il dit, j'ai eu un éveil, je me suis dit, mais
pourquoi j'ai ce préjugé-là, pourquoi j'ai cette hypothèse-là, que toujours quand on a un doute, il faut aller vers la mauvaise solution. Et si c'est le contraire, tu veux la probabilité ou pas? Alors va cartésien dans les deux sens. Pourquoi celui-là? C'est pas logique, c'est pas cartésien. Alors, soi-disant qu'on doit être cartésien, donc on va à la mauvaise solution. Mais qui c'est qui a apporté cet axiome-là? C'est pas prouvé. Donc je vais essayer la méthode, c'est vers la bonne solution. Et il s'est sorti de l'angoisse. Et comme ça, tout d'un coup, il s'est dit non, peut-être que c'est comme ça marche comme ça. Il dit j'ai eu une bouffée d'espoir, ça m'a poussé pendant de longues années. Après, il a fait tchouva et tout. Beaucoup grâce à ce démarreur-là, il a fait comme ça. Comment? Là, tu vois, en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a rappelé justement ce dialogue-là entre le bon et le mauvais penchant. Il a sombré dans le mauvais penchant parce que le mauvais penchant, toujours, il avait le préjugé des 13 ans. Et l'autre, il dit, mais bon, alors, non, regarde l'avenir, l'avenir, il peut être rose. Bon, d'accord, j'ai compris, allez, il peut être rose, allez, va, laisse-moi tranquille. Pourquoi? Parce que qui tu es, toi? D'où je te connais pas. Il ne veut pas l'entendre. Pourquoi? Parce que 13 ans, il a entendu l'autre. Jusqu'à ce qu'il a analysé, il se dit, mais attends, une seconde, reviens, qu'est-ce que tu as dit? Après tout, qu'est-ce qui est avantage entre l'un et l'autre? C'est la même version, sauf que toi, j'ai pas l'habitude de t'entendre, et toi, j'ai l'habitude. Mais est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de t'entendre à toi que c'est toi qui as raison? Non. Il a compris son erreur. Il a commencé à revivre. Tu comprends? C'était beau. Et il s'en est sorti. Et après, il m'a dit qu'il a connu d'autres gens qui ont eu la mauvaise expérience, qu'on a failli le toucher très jeune, ça. Et il y en a beaucoup qui ont sombré dans la folie, carrément. Il m'a dit que vraiment, cet optimisme-là, ça lui a fait sortir de problèmes psychiatriques vraiment très durs. Il n'est pas rentré dedans. Il a failli rentrer, il s'en est sorti avant d'en être rentré. Donc tu vois, au prochain, cet optimisme-là, c'est une solution qui peut même sauver des gens, Bezrat Hashem. Il faut toujours savoir quelle est la façon de voir d'une façon positive. Il y a une anecdote qui est racontée. J'ai raconté l'histoire de la belle-mère, la belle-mère avec le roi Salomon, ça. J'ai raconté cette histoire, je crois, non? La vraie belle-mère, la fausse belle-mère. Les deux jeunes qui devaient se marier, ils arrivent on les envoie à une yeshiva polonaise, et il y en a un au milieu, il dit, qu'est-ce que je suis trop jeune et tout, il fait demi-tour, il rentre à la yeshiva. Ils ont 18-19 ans, on veut les marier. Alors, le deuxième qui est tout seul, il arrive, il y a deux belles-mères qui l'attendent. Alors, la première, elle le voit et dit, Baruch haba, welcome, je sais pas, bienvenue. La deuxième belle-mère le regarde et dit, oui, qui tu es, toi? C'est mon futur gendre. Elle commence à se disputer les deux. À la fin, ils disent, bon, on va aller voir le président de la communauté. Et le président de la communauté, c'est quelqu'un de bien gentil, bien brave. Mais il a étudié quelques années dans le Talmud Torah. Après, bon, un homme d'affaires, tout est enfoui comme ça. Et il se dit, wow, ça me rappelle le cas du roi Salomon. Le roi Salomon, il y a deux femmes qui sont venues avec un bébé vivant, un bébé mort, et il dit, amenez-moi une épée, on va couper le bébé, le bébé vivant en deux, et chacun me prendra la moitié. L'une des mères, elle a dit, non, Dieu préserve, non. Même que c'est mon fils, qu'elle le prenne. Il vaut mieux qu'il soit vivant chez l'autre que mort chez moi. Et l'autre dit, non, coupez-le en deux comme ça. Il s'est rappelé de ça, il dit, ah, chic, exactement le même cas. Amenez-moi une épée. Et l'une des belles-mères, elle me dit, là, couper en deux, non, qu'elle le prenne, il vaut mieux. Et l'autre, coupez-le. Alors qu'est-ce qu'il dit? Celle qui a dit coupez-le, c'est ça la vraie belle-mère. C'est une bonne vraie belle-mère, tu comprends? Tac, sur le carrefour où il faut décider, lui, il opte sur le pessimisme. C'est la bonne vraie belle-mère. Il n'a rien compris à la moralité de Shlomo Amelech. C'est une anecdote, c'est une parabole, tu comprends? Il y a une autre parabole aussi, c'est un campagnard, après 30 ans dans la ferme, il dit, allez ma chérie, on va aller faire un tour en ville, on va prendre le train, comme ça. Non, moi, les vaches, j'ai l'habitude des poules, comme ça, vas-y, toi tout seul, tu me raconteras, si c'est bien, l'année prochaine on ira ensemble. Alors il va, tout content, il va dans une agence de voyage, il prend lui dit, monsieur, si vous voulez faire un petit voyage, prenez un billet de première classe. C'est quoi première classe? Il explique, vous aurez une collation, un bon fauteuil. Ah, ça me plaît tout ça, c'est bien beau tout ça. Ah. Il prend un billet de première classe, il s'assoit avec les grosses bottes et tout, comme ça, campagnard, les mal rasés, tous les plumes, comme ça, à droite, à gauche. Et tout d'un coup, tu as des hommes d'affaires à côté, tu sais, la pipe, le col roulé bien, comme ça, avec le truc comme ça, le journal de la bourse et tout, les uns avec la grosse rime, comme ça, les uns avec les autres, ils se la jouent, ça. D'un coup, il voit les autres campagnards avec à côté, au foot à côté. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait avec nous, celui-là? Il n'a rien à voir avec nous, c'est un snob. Alors, il y en a, il fait un clin d'œil. Laisse-moi, je m'en occupe. Il va le voir. Il dit, bonjour monsieur, bienvenue. Tu sais, le mauvais penchant bien aguichant. Hein, bonjour, soi-disant bienvenue. Il lui dit, ah, mais vous avez l'habitude de voyager comme ça? Il dit, ah non, c'est la première fois que je voyage. Il est tout naïf, il raconte.
Il dit, ah bon, c'est la première fois. Mais où vous avez acheté votre billet? Eh bien, une agence là-bas, comme ça. Oh, c'est ce que je craignais. Mais quoi, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ce que je craignais. Mais quoi? Je lui dis, il y a un faussaire. Il vend des faux billets première classe. Et là, c'est la honte. Après, quand il vient le contrôleur, la grosse honte. Quoi, c'est vrai, quoi? Il dit, faites voir mon billet. Faites voir. Aïe, 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 c'est ce que je craignais. Quoi, faites voir. Je dis, quoi, c'est un faux? Il dit, je crois que c'est un faux, oui. Je suis désolé. J'ai une idée pour vous. Allez en deuxième classe. C'est ce qu'il voulait. Il y a un banc là-bas, un grand banc. Mettez-vous, cachez-vous en dessous du banc, et comme ça, il ne vous verra même pas le contraire. Oh, merci. Il dit merci en plus. Comment il va tout de suite dans le banc, là, les poulaillers, comme ça. Il sort la maison, il se met comme ça. Et puis les bottes, il sort dehors, il est comme ça un peu dodu. Et le contrôleur, elle arrive, il voit l'habit qui sort. Comme ça, il donne un coup de pied. Allez, sors de là, il donne un coup. L'autre, il est tout tremblant, il sort comme ça. Il dit, où est ton billet? Il sort son billet en tremblant. Il voit le billet, regarde. Première classe, avec une collation, un repas, tout comme ça. Il le regarde, il ne revient pas, ce campagnard. Il le regarde, il lui donne une gifle. Comme ça. Pourquoi tu me donnes une gifle? Il dit, tu as un billet de première classe et tu me casses les pieds en te cachant sous les bancs, mais tu es bête ou quoi? Va t'asseoir là-bas, il y a un fauteuil, il y a un repas et tout. Tu me fais perdre mon temps. J'ai cru que tu étais un voyageur la sauvette. Ça, c'est la parabole. La morale de l'histoire, c'est quoi? Le bon penchant, il t'a dit que c'est un faux billet. Il t'a dit qu'il faut que tu te caches. Pourquoi tu le crois? Parce que c'est la mauvaise solution, parce que c'est la vraie belle-mère, alors il faut que ce soit du mauvais côté, c'est plus probable. Le vrai, c'est toujours le pessimiste. Le pessimiste, ça veut dire équivalent réalisme. Alec, tu comprends, soi-disant. Et en réalité, c'est ce que dit le mauvais penchant. Le bon penchant, c'est un menteur. C'est ce que dit le Zohar. Et il croit qu'il est réaliste, il croit qu'il est cartésien, il croit que tout ça. Il dit, moi, je suis pas de la dernière pluie, etc. Tac, il tombe dans le piège et il commence à soupçonner tout le monde. Tac. Et il devient celui qui déteste le mensonge, qui est différent de celui qui aime la vérité. Tu comprends là? C'est profond cette phrase du Rav Yonah Zatzal. Celui qui aime la vérité, c'est-à-dire il cherche le bien, il cherche c'est ce qu'il dit le Rav. Il enlève la colère, il cherche toujours à voir le bon côté des choses. Et en réalité, c'est très profond. C'est une approche de la vie qui décide d'écouter le bon penchant et non pas le mauvais. C'est sûr qu'il y a des gens desquels il faut se méfier, mais équilibre. Sache que le mauvais penchant, il va toujours te pousser à te méfier. Ne sois pas naïf, bête. Il n'y a pas de mitzvah d'être bête. Mais n'écoute pas la voix du mauvais penchant qui n'a aucune base. Surtout si on n'a rien à perdre. C'est pas qu'on va investir tout ce qu'on a dans une maison, là où il faut être méfiant. Mais juste une personne, je la connais pas. Je suis en train de la regarder, je suis en train de lui parler. Qu'est-ce que ça me coûte de penser qu'elle a des qualités? J'ai rien à perdre. Qu'est-ce que je vais gagner à dire non, moi je suis pas naïf. Qu'est-ce que je vais lui vendre quelque chose? Je vais lui acheter quelque chose? J'ai quelque chose à perdre? Non. Alors pourquoi il faut absolument que je me la joue le grand détective Interpol, que je sais tout et je devine tous les défauts de tout le monde? C'est ça la moralité de l'histoire qu'on a dit. Tu es occupé à t'occuper des autres, occupe-toi toi-même. Tu comprends? Regarde en toi-même si tu as des défauts, pas chez les autres. Les qualités vont aller chez les autres. Les défauts vont aller chez toi, mais sans tomber dans l'angoisse, comme les jeunes dont je vous ai parlé tout à l'heure, que justement, ceux qui ont l'habitude de sombrer dans le... Toujours, je vois tous mes défauts en moi-même, ils sombrent parfois dans l'obsession. Le Rav Arush, il appelle ça Redifa Atzmit. Il se court après lui avec un bâton. Il est toujours en train de se punir lui-même. Et ça, c'est un piège du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il voit que tu es très... enclin à te corriger, il dit j'ai aucune chance avec lui de le faire croire que c'est un grand sadique ou quoi. Alors au contraire, je vais lui faire croire que c'est un grand rachat pour qu'il soit angoissé, pour qu'il soit tout comme ça. Et comme ça, je vais le détruire. C'est une autre façon de détruire. Du moment qu'il détruit, Marpatlo, que ça peut le faire. Tu comprends? Ça, ce sont des pièges, mais faites attention. C'est aussi ça, c'est Bezrat Hashem, c'est quelque chose. Repensez-y à ça, parce que ça peut aider les autres aussi. Ça peut aussi soi-même. Parfois la femme ou l'enfant, quelqu'un qu'on sent qu'il est pris toujours dans une tendance à l'angoisse, ou toujours au pessimisme, ou la critique, l'hypercritique, l'overdose de critique. Et ça, c'est en fait le piège. C'est ce qu'il dit le Zohar. La version du mauvais penchant toujours dans le négatif, la colère, la critique, le lifsol, c'est-à-dire éliminer, la méthode d'élimination. C'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas truc, c'est pas machin, tu comprends? C'est un piège. C'est un piège. À petite dose, c'est bon. Comme l'arissa, comme le petit piment, mais à petite dose, pas exagérément. Il faut que ce soit bien équilibré. Et ça, c'est beaucoup de gens qui tombent dans cette angoisse-là. Ils se prennent pour des réalistes, ils se prennent pour des intuitifs. Quelle intuition il a? C'est des craintes, c'est des suspicions, soi-disant intuitifs. Il n'a aucune intuition. Il est tout pris dans son propre piège. D'accord? On continue.
Toujours, il essaie de trouver le pardon, la circonstance atténuante. Et il ne se met pas en colère contre celui qui lui cause un dommage. On en a parlé de ça, la Déa, Torah Dalet, l'écoutez-moi Aaron, celui qui il élimine le compte personnel entre lui et la personne qui lui a fait du mal. Non, c'est pas lui, c'est Hachem. Et celui qui m'a fait du mal, qui m'a causé un dommage, il a un libre arbitre. Pourquoi tu me dis que c'est pas lui? C'est lui et il a choisi et tout ça, alors pourquoi tu me dis que c'est pas lui? Non, c'est vrai qu'entre lui et Hachem, il y a un problème de libre arbitre, oui. Hachem, il va le juger sur ça. Mais d'abord, deux choses. Moi, s'il m'a causé un dommage, moi j'ai un compte avec Hachem. Pourquoi est-ce qu'à cause de son libre arbitre, je serais obligé de subir ces dommages à lui? C'est bien gentil qu'il ait un libre arbitre, mais moi aussi j'ai un libre arbitre. Je ne suis pas obligé d'être comment dire, l'éprouvette, comment on appelle ça, le cobaye pour subir ces dommages du libre arbitre de mon prochain. Donc si Hachem Yitbarach, il a trouvé le moyen de faire causer un dommage d'une tierce personne qui a un libre arbitre sur moi, c'est pas parce qu'il a trouvé personne d'autre. Ah, rien de malin, il n'y a rien à faire. Je t'ai trouvé que toi, alors je te prends. Tu comprends? Non, c'est Hachem, il est infini, il est chacham, il sait trouver d'autres solutions. Nous, on est humains, on trouve sur le tas, mais pas Hachem. Si Hachem, il a fait coder un dommage sur moi, c'est-à-dire que c'est pas lui, cette personne, c'est Hachem. Moi-même, j'ai quelque chose à voir avec Hachem qui m'a envoyé un dommage pareil, tu comprends? Donc, entre moi et Hachem, il y a un compte à cause de mes fautes à moi. Et entre lui et Hachem, il y a une faute. Et en plus de ça, le deuxième point, on dit Velo Yarnesh Shum Madame Sibati. On demande tous les soirs quand on fait Kriyat Shema que personne ne soit puni par moi, par ma faute. Comment par ma faute? S'il m'a causé un dommage, il doit être puni. Ça s'appelle par ma faute? Par sa faute. Comment? Non. Hachem il dit demande-moi que personne ne soit puni par ton intermédiaire. Pas par sa faute, par ton intermédiaire. C'est-à-dire, même s'il m'a fait causer un dommage, je demande à Hachem qu'il soit pas puni. Si Hachem veut le punir après, c'est autre chose. C'est parce que Hachem, il a décidé qu'il faut le punir pour lui, pour son bien. Mais moi, en ce qui me concerne, moi, c'est pas à cause de moi. Moi, je suis sorti de l'image. Il y a des rachamim comme ça, qui ont été vraiment méprisés ou humiliés par d'autres, et ils ont reçu des coups du ciel, vraiment des trucs terribles. Et tout de suite, ils ont été voir le racham. Mais pardonne-le. Le racham, il dit, mais depuis longtemps, je l'ai pardonné. J'ai prié pour lui, qu'il soit bien, qu'il soit béni, qu'il soit guéri, qu'il soit saint. C'est pas... Il y a longtemps, instantanément, je suis pardonné. Et Hachem, comment il a puni? Comment c'est possible? Parce qu'il a un contre lui, Hachem. Ça s'appelle qu'il n'a pas été puni à cause de la victime. La victime, elle est déjà sortie de l'image. Donc il n'a pas enfreint le problème que les gens ils sont punis pour lui. Alors qu'il y en a qui disent, tu vas voir, tu m'as fait ça, attends, tu vas voir ce qu'il va te faire Hachem. Tu vas voir comme ça. Alors c'est le contraire. Il faut qu'il demande à Hachem, non, ne le punit pas par ma faute, par mon intermédiaire. Et alors s'il m'a fait quelque chose? Je sais que ça vient de toi. Tu comprends? C'est ça, on appelait ça Déa, Torah Dalet, écoutez-moi. C'est un niveau d'émouna très très fort. Et il faut essayer de petit à petit de grimper, tu comprends? Alors il dit, Veno koes bechotelo, tout ça c'est inclus dans la Havila, dans le contrat. Et non, celui qui lui a causé un dommage, qui ne se met pas encore là contre lui. Comment? Quoi? Il va attendre la joue gauche? Il est bête? Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il est stupide? De quoi on a l'air comme ça? Donne-lui, sois un peu homme, sois un peu comme ça. Non, c'est une émouna qui est très profonde. Celui qui m'a causé un dommage, c'est pas lui en fait. C'est une optique, c'est Hachem Yitbarach à cause de mes fautes à moi. Tu comprends? Et la mitratse tamid hafetz chesed la'asot nachat ruach lakol. Mais toujours mitratse, c'est quoi mitratse? Mitpayes, c'est-à-dire quelqu'un il vient, il lui demande pas, même s'il lui demande pas pardon, c'est comme s'il m'a demandé pardon. Non, ça fait rien. Bon, c'est comme si ok, c'est comme si c'est rien passé. La situation elle est ok, tout est bien, tout est pareil, il y a pas de problème. Et l'autre, il t'a fait ça comme ça. Bon, il m'a fait d'accord. Tu es bête ou quoi? Non, pas du tout. Je sais très bien ce qu'il me fait. Je n'ai pas besoin de médicaments, je n'ai pas besoin de séances de psychologie, ni rien. Mais je sais la racine de ce qui s'est produit. C'est Hachem qui me l'a fait. Tu fais exprès, tu fais semblant, qu'est-ce qui se passe? Non, il a compris la formule, c'est tout. Donc c'est ce qu'il dit. Et là, mitratse, c'est-à-dire, il se... Comment on dit en français mitratse? Il paillesse. Il se il se calme, j'oublie le mot. Console. Il se console, voilà, exact, merci. Il se console, il est toujours consolé en fait. Même si personne ne lui a demandé pardon, comment tu es consolé? Non. C'est ce qu'on a, Ezeu Ashir, qui c'est qui est riche? Celui qui content de sa part.
Donc, il lui arrivait telle ou telle chose. Comment il arrive à être riche et satisfait? Comment? Parce que je sais que c'est ma part, je sais qu'Hachem il a fait ça. C'est pas parce qu'il n'a pas eu, il n'a pas trouvé sur le tas par moi quelqu'un d'autre. Non, c'est moi l'adresse de la flèche, la cible. C'est moi, exprès Hachem. Tu comprends au contraire, si c'était pas lui, ça aurait été quelqu'un d'autre qui m'aurait fait causer dommage. Donc ça n'a rien à voir avec lui personnellement. C'est pas personnellement, ah je vais te le rendre. Et là on comprend pourquoi c'est interdit. L'une des raisons pour lesquelles c'est interdit de se venger ou de garder rancune. Parce qu'en réalité, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est Hachem qui a fait ça. Tu comprends? Un jour, quelqu'un, il a été vexé, ou quelqu'un au travail, quelqu'un, il lui a fait un mauvais coup. Alors, il était pratiquant, enfin, non, débutant dans la pratique, la Torah. Alors, l'autre, il lui dit, mais tu as de la émouna. Comment ça se fait? Alors, tu lui en veux, tout ça. Je dis, non. Vis-à-vis d'Hachem, c'est Hachem, je suis réglo, il n'y a pas de problème, j'ai eu des fautes comme ça. Mais lui, entre lui et moi, entre lui, c'est autre chose. C'est autre chose. Il m'a fait comme ça. Moi, vis-à-vis d'Hachem, il n'y a pas de problème. J'ai de la yémona. Mais lui, pourquoi il s'affaire à moi? Pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai rien fait. C'est comment? Et il a raison d'après le conte très... C'est des Oui, c'est rationnel. Mais en réalité, bon, ça va pas d'après cette formule de la yémona c'est un réacteur supersonique. C'est un autre niveau, tu comprends? Donc il n'a pas compris le principe. Qu'est-ce que tu veux de lui, le pauvre? Il est pas, bon, pas le pauvre, il y en a beaucoup comme ça. Même moi, peut-être à l'époque aussi, c'est des choses qui sont humaines, c'est des choses qui sont très compréhensibles. C'est la majorité des gens, en fait, sans vouloir... c'est très, très... Mais il faut toujours l'idbonen, surtout quand ça nous arrive. Quand ça nous arrive, c'est là qu'il faut s'en rappeler. Pas, comme on disait tout à l'heure, il déteste la vérité sur les autres. Ah, mais non, il faut que tu te calmes. Tu n'as pas des mounas. Ah, mais quand ça lui arrive... c'est pas possible, c'est pas honnête ce qu'il m'a fait, tu comprends? Non, le problème, quand il y a le sentimental qui se réveille en lui, c'est là qu'il faut, comment dirais-je, elle va et que moi aussi, que tout, c'est très important. On est arrivé, Bezrat Hashem, chez Ve'it, Peribet. Shabbat Shalom.